Vive, frugale et résistante, l'abeille noire, Apis mellifera mellifera, littéralement abeille porteuse de miel, est présente des Pyrénées à la Scandinavie depuis 1 million d'années environ. Elle est une sous-espèce de l'abeille européenne Apis mellifera. De couleur brun-noir, elle est plus sombre que les autres sous-espèces européennes et plus grande, avec un abdomen particulièrement large et volumineux. Sa trompe est relativement courte, mais ne l'empêche pas de butiner dans les corolles les plus profondes, comme l'acacia. Et ses nombreuses soies en font une excellente récolteuse et disséminatrice de pollen, assurant ainsi la survivance de nombreuses plantes sauvages et contribuant au rendement et à la qualité d'une grande partie des productions agricoles. Alors il faut remonter il y a environ 6 millions d'années lorsque l'espèce que l'on a à l'heure actuelle, donc Apis mellifera, s'est séparée de son espèce sœur dans le sud-est asiatique. En fait, on peut retracer une histoire évolutive qui date d'1 million d'années. Ce qui s'est passé entre 6 millions d'années et 1 million d'années, on n'en sait rien. C'est-à-dire que ça a probablement été effacé de l'évolution. On a en fait des grandes branches vides avec peut-être en fait des tentatives de colonisation, échec de l'ère de répartition, puisqu'en fait elle est partie d'abord du sud-est asiatique pour pouvoir coloniser à travers le Proche-Orient, l'Europe et l'Afrique. Et puis en fait on place le début en fait, de la colonisation de son ère de répartition, donc l'Afrique, l'Europe et le Proche-Orient, il y a environ 1 million d'années. Ça s'est fait probablement à partir du Proche-Orient, ce qui est la solution la plus logique, puisque c'est en fait la voie de passage du sud-est asiatique vers l'Europe et l'Afrique. Et ensuite, l'histoire devient relativement complexe. La première lignée qui a colonisé plus particulièrement l'Europe, c'est la lignée ouest méditerranéenne. Donc en fait, paradoxalement, notre abeille noire, c'est la lignée la plus ancienne, qui devrait être la plus variable et qui est la moins variable. Du fait du passage à travers ces glaciations du Quaternaire. C'est-à-dire qu'elle a colonisé d'abord l'Europe, il y a eu une première glaciation qui a effacé toutes les populations nord-européennes, avec des mises en place de refuges glaciaires. Ensuite, le climat s'est réchauffé, les colonies, en fait, les populations ont recolonisé le nord de l'Europe, et puis il y a une deuxième glaciation, donc la dernière glaciation du Würm, qui a eu lieu il y a environ 20 000 ans, et qui s'est terminée il y a environ 9 000 ans. Et donc là, en fait, on a une colonisation terminale donc, qui arrive à nos populations actuelles, qui ont mis en place, à l'issue de cette dernière glaciation, donc depuis 9000 ans, les races actuelles en Europe. Cette abeille noire, c'est l'abeille sauvage, c'est l'abeille naturelle. La nature a sélectionné sévèrement et n'a retenu que les meilleurs individus. C'est une abeille qui lie en permanence son environnement, qui prélève en permanence des informations pertinentes pour adapter sa biologie, pour adapter son comportement, pour adapter son développement, pour adapter sa reproduction à l'environnement, aux conditions de l'environnement, aux ressources disponibles. L'abeille qui était probablement entre les deux glaciations et qui était, par exemple en France, n'était probablement pas l'abeille que l'on a actuellement, puisque la flore a évolué. En fait, lorsqu'il y avait une glaciation sur le territoire français, on avait une toundra. Donc en fait, un espace qui était totalement inhabité par les abeilles, puisque les abeilles ont besoin des plantes à fleurs. Donc il y a une colonisation progressive des plantes à fleurs, et l'abeille a suivi cette colonisation vers le nord des plantes. Comme c'est une espèce d'intérêt agronomique, évidemment, les populations, la structure des populations va être perturbée par l'homme, et c'est un des atouts, en fait, des marqueurs qu'on a développés. C'est qu'ils sont suffisamment précis. Lorsque on peut
distinguer les différentes lignées évolutives avec ces marqueurs, en fait, on peut suivre l'impact des pratiques apicoles en particulier sur la structure des populations. Et donc à l'heure actuelle, les populations de notre abeille noire sont en train de se dégrader. Elles se dégradent excessivement vite, de manière très rapide. Ça fait 25 ans que je travaille sur la diversité génétique de l'abeille, et c'est, je dirais, ces 10 dernières années où j'ai vu une accélération qui probablement en fait va mener à la disparition de notre abeille noire, si on ne fait rien. Donc, dans le cadre de mon travail de recherche, je travaille effectivement dans un laboratoire du CNRS, le laboratoire évolution, génome, comportement et écologie. Donc il y a un laboratoire qui travaille sur différentes espèces, et en particulier l'abeille, puisque jusqu'à présent on avait une équipe abeille, maintenant on travaille plus sous forme de pôle de recherche avec des thématiques de recherche. Et donc là en fait j'ai basculé dans le pôle écologie, puisqu'en fait c'est plus particulièrement les travaux que j'effectue à l'heure actuelle sur l'abeille. Donc l'équipe abeille en fait est formée de 2 chercheurs. Donc moi je travaille plus particulièrement sur l'évolution, l'histoire évolutive et la biodiversité de l'abeille, la mise en place de marqueurs en particulier génétiques de l'abeille qui permettent de retracer l'histoire évolutive de l'espèce. Et donc j'ai un collègue aussi qui travaille, avec qui je travaille, qui lui travaille plus dans le domaine du comportement et plus particulièrement du comportement olfactif chez l'abeille. Et on a des projets ensemble, en particulier sur la recherche de composés phéromonaux qui pourraient participer à la mise en place des congrégations de mâles. Cette abeille noire, c'est une abeille sauvage. C'est l'abeille sauvage, c'est la seule abeille mellifère endémique, sauvage, naturelle, en France et en Europe de l'Ouest et du Nord. Les abeilles sociales, noires ou autres, ont un statut incertain, à mi-chemin entre domestiques et sauvages. D'un côté, elles se nourrissent seules, s'adaptent aux conditions extérieures et n'ont pas besoin de protection dispensée par l'homme. De l'autre, elles sont amenées à vivre dans un abri fabriqué par un apiculteur, dont elles deviennent la propriété et qui peut désormais contrôler sa reproduction. Des travaux dans les années 60 en fait, qui montraient l'existence d'écotypes, avec des réels travaux scientifiques qui démontraient l'adaptation d'une population d'abeilles à une flore particulière. C'est notamment le cas de l'écotype landais. Et c'est à cette époque en fait, où on a commencé à montrer qu'il y avait des populations qui étaient spécialisées dans certains écosystèmes et que ces écosystèmes étaient déjà à l'époque en fait, menacés. Le but était de conserver et la flore et l'abeille. Heureusement, il nous reste encore des populations naturelles d'abeilles. Et justement, lorsqu'on étudie les populations, et plus particulièrement, en fait, on a un comportement particulier chez l'abeille qui est celui de la reproduction. J'ai dit que d'un point de vue génétique, la domestication, c'est lorsqu'on arrive à manipuler la voie mâle et femelle. La voie femelle, on sait la manipuler depuis l'invention de la ruche à cadre amovible, puisqu'on sait ce qui nous a donné accès en fait, au couvain et à pouvoir greffer des larves, donc élever des reines. La voie mâle, pour l'instant, en fait, je dirais, elle n'est pas encore totalement accessible. C'est-à-dire qu'on sait faire de l'insémination artificielle, comme on sait le faire chez d'autres espèces d'intérêt agronomique, mais je dirais, en fait, les fécondations ont encore lieu de manière naturelle à 99,99%. Autrement dit, en fait, on a encore affaire à une espèce qui est naturelle. Donc je l'appellerais abeille mellifère et non pas abeille domestique. Elle n'est pas encore totalement domestiquée. Contrairement à d'autres espèces d'intérêt agronomique. Qu'est-ce qu'on a fait quand on a voulu sélectionner pour augmenter la production chez la vache? On l'a mis en stabulation. Autrement dit, on l'a mis dans un environnement totalement artificiel, où on sait exactement ce qu'on apporte en azote, en carbone. Chez l'abeille, ce n'est pas le cas. Et je pense que ce serait faire disparaître le produit miel si on le faisait. C'est un peu ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, puisque on en arrive certaines années à avoir une consommation du sucre par l'apiculture qui est équivalent à la production en miel. Est-ce que ce n'est pas déjà une transformation du produit? Et cette apiculture qui travaille avec cette abeille façonnée par l'homme est en train, me semble-t-il, d'extraire cet animal de son environnement, de faire disparaître, en tout cas d'amoindrir les caractéristiques propres à un animal sauvage, notamment sa rusticité, sa résilience, sa force adaptative,
Et je crois que l'apiculture que j'ai vue pratiquée par mes parents, dès le départ, a été celle d'une apiculture respectueuse de la composante sauvage de cette abeille noire. Donc à long terme, en fait, on risque de perdre, d'un point de vue économique, la profession, qui ne pourra plus tenir. Des populations naturelles, il en existe encore. Donc n'en arrivons pas à cette étape-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a encore, lorsqu'on analyse des populations, donc j'ai parlé des congrégations mâles, c'est-à-dire la voie mâle n'est pas encore manipulée chez l'abeille. Et donc la plupart des fécondations se font de manière naturelle. Lorsqu'on analyse ce qui se passe dans les congrégations, c'est-à-dire que lorsqu'on capture les mâles pour analyser leur génétique, on se rend compte qu'on trouve des mâles qui ont des variabilités qui sont différentes de celles qu'on trouve dans les colonies d'abeilles. Autrement dit, il existe encore des populations naturelles d'abeilles. Il existe encore des essaims naturels. Il existe encore un échange, et toujours un échange naturel, entre ces populations naturelles et les populations qui sont entretenues. L'essaimage est le moyen naturel de reproduction d'une colonie d'abeilles. C'est un processus préparé au cours duquel la vieille reine part avec 2/3 à 3/4 des habitants de la ruche, le tiers restant élevant une nouvelle reine. Je me souviens notamment des premiers moments où j'ai accompagné mon père pour récolter des essaims sauvages dans la nature, et c'était de l'abeille sauvage, vraiment sauvage. Des essaims, des colonies qui vivaient dans le milieu naturel, dans le milieu sauvage. Et ces abeilles-là ont été élevées en très grand nombre. Je crois que l'exploitation ou la ferme est montée jusqu'à 500 ou 600 colonies. C'était une époque où il y avait des essaims partout. Les essaims s'installaient dans des pylônes électriques, dans des bidons à même le sol, dans des ronciers. Des endroits où même ils devaient bien se douter qu'ils n'arriveraient pas à passer l'hiver, des endroits qui n'étaient pas abrités. Mais il y avait de l'essaim, des essaims, des colonies, il y avait de l'abeille partout. Vraiment, c'était une époque où l'espèce était d'une grande vigueur, et on peut dire presque dans son jus naturel. Et un jour, évidemment, papa n'était pas à la maison, et le téléphone a sonné, un essaim était sorti, et ça a été un moment magique pour moi, la cueillette du premier essaim. Certainement que j'avais déjà acquis ou appris beaucoup de choses autour de l'abeille, mais ce moment de vie de l'abeille qui est très particulier, le moment de l'essaimage, c'est un moment où les abeilles sont dans un état de grâce, et c'est beau, tout simplement, de cueillir un essaim. Et la cueillette de cet essaim, sûrement, a dû ancrer en moi l'envie de m'occuper des abeilles plus tard, en tout cas de continuer à vivre en lien avec cet animal. Tu cites Thomas Seeley, mais donc un Américain qui a travaillé sur une phase particulière de la vie des abeilles, qui est la période de l'essaimage. L'école allemande également a beaucoup permis d'avancer dans la connaissance de ce qu'on appelle l'intelligence collective d'un organisme colonial. Et donc on a aujourd'hui une appréhension très différente de celle qu'on avait il y a simplement une cinquantaine d'années de la colonie d'abeilles, et les récentes recherches ont introduit à la complexité de ce qu'on appelle aujourd'hui un superorganisme, c'est-à-dire une entité qui n'est plus perçue comme une collection d'insectes, mais bien comme un animal finalement assez proche des vertébrés et même des mammifères. Jürgen Tautz, par exemple, l'explique dans un ouvrage récent. C'est une abeille tardive.
C'est une abeille qui a été délaissée par l'apiculture, probablement en partie, peut-être en tout cas pour cette raison-là. Elle démarre assez tard dans la saison. Cette prudence de l'abeille noire, cette lenteur à démarrer, c'est ce qui fait sa force. C'est peut-être ce qui fait son intérêt aussi. C'est une abeille qui adapte en permanence son volume de population à la ressource disponible dans l'environnement, que ce soit la ressource pollinifère ou la ressource nectarifère, mellifère. C'est une abeille d'une extrême rusticité, d'une extrême douceur aussi. Je sais que beaucoup de monde considère cette abeille comme une abeille agressive. Beaucoup d'études ont montré, et simplement à commencer par la pratique et les anciens aussi qui peuvent encore aujourd'hui nous raconter leurs expériences avec les abeilles, des démonstrations ou des informations qui vont dans le sens d'une apparition de l'agressivité en même temps corrélée avec l'augmentation du métissage et l'apparition des premières abeilles rousses, des premières abeilles jaunes, des premières abeilles hybrides, des premières abeilles croisées avec des abeilles exogènes, avec des abeilles d'importation. L'abeille noire n'est pas agressive. Elle est un animal sauvage qui a besoin d'être apprivoisé, en tout cas qui a besoin d'être compris. Et c'est vrai qu'on peut difficilement se permettre de conduire une exploitation ou une ferme ou un élevage d'abeilles noires comme on peut le faire ou comme on peut se le permettre avec des abeilles sélectionnées sur des critères de douceur ou de docilité. L'abeille noire est un animal sauvage. Je me souviens de M. Jeanne Besson qui venait récolter le miel à la maison. Il n'était pas du tout vêtu d'une combinaison d'apiculteur et je me souviens qu'il était recouvert d'abeilles sur tout son corps sans qu'aucune ne le pique. Voilà, ça c'est une image, un souvenir d'enfance qui restera gravé un sacré moment dans ma mémoire, hein, et qui, je crois, tord le cou à beaucoup de croyances selon lesquelles on peut avoir peur des abeilles, qu'on peut mourir de ceci ou cela. Voyez-vous, je crois qu'il y avait vraiment une symbiose entre l'homme et l'animal pour le coup, hein. Je suis sidéré de voir qu'en l'espace de 3 décennies, on a transformé l'abeille sauvage en abeille domestique. En tout cas, qu'on est en cours de domestication de cette abeille, ça me fait vraiment très peur. Pourquoi cette abeille noire a été délaissée? Pourquoi elle a aussi mauvaise réputation? Peut-être tout simplement parce qu'elle est sauvage. Les Boutières présentent un formidable patrimoine naturel façonné par la main de l'homme. Pentes abruptes, gorges et ravins où coulent des torrents, côtoient terrasses cultivées et maisons de pierre adossées aux coteaux. En altitude, les vergers laissent place à la châtaigneraie, puis à la forêt, et enfin aux pentes herbagères. Ces terres offrent un écosystème exemplaire pour la production de miel de châtaignier. Il y a presque un demi-siècle, une famille d'apiculteurs a trouvé refuge dans cette région des Boutières. Depuis, elle y vit en harmonie avec la nature et les abeilles. Je suis ce qu'on appelle un enfant du pays, effectivement. Tous mes ancêtres ont vécu à Albon, un petit village voisin. Alors, j'habite une région qui s'appelle les Boutières. Alors, je crois que les Boutières, c'est une partie de l'Ardèche qui ne ressemble pas aux autres parties, hein. Je crois que on peut, par opposition par exemple aux Cévennes, qui sont qui sont la partie sud de l'Ardèche, je mettrais moi la limite au col de l'Escrinet, hein. Je crois qu'au sud de l'Escrinet, ce sont les Cévennes, et je crois que plusieurs choses sont différentes, hein, à commencer par le climat, déjà, qui est beaucoup plus proche de la Provence ou du Languedoc peut-être, la géologie qui est quelque peu différente. Et c'est un terrain qui me paraît aussi moins difficile à travailler que chez nous, hein. Nous ici, je crois qu'on vit vraiment dans la région la plus pauvre de l'Ardèche. Sur le plateau ardéchois, le terrain est plus favorable aussi à la mécanisation, par exemple, hein.
On l'a vu avec l'exode rural qui a été quand même beaucoup plus important dans nos contrées que par là-haut. Nous sommes arrivés, Anne et moi, en 1972 avec un projet de vie paysanne. L'abondance d'abeilles en Boutière m'a tout de suite interpellé. Le peuplement de la première ruche a eu lieu dès la première année, dès le premier printemps. Mon intérêt pour la vie des abeilles et la façon tout à fait enthousiasmante dont s'est passée la première saison m'a encouragé à continuer, évidemment. L'abondance d'abeilles m'a permis dans les années suivantes de peupler de nouvelles ruches avec les essaims sauvages, les essaims issus de colonies logées dans les châtaigniers. Et donc le cheptel a augmenté très rapidement. Mon principal travail a été d'accompagner efficacement ces colonies dans un pays que je ne connaissais pas. On peut dire que les colonies d'abeilles m'ont appris ce pays dans lequel le rythme des végétaux, le rythme des floraisons, les rythmes climatiques dans un pays où j'étais immigré m'ont formé au fond à ma vie ardéchoise, à ma vie paysanne ardéchoise. Si on avait photographié un petit peu le paysage, je pense, il y a 40 ans, 45 ans peut-être, eh bien systématiquement on aurait eu des ruches devant les maisons. Hein. Je crois que les gens vivaient vraiment à proximité des abeilles, sans même y prêter attention d'ailleurs. Et je crois que malheureusement elles ont subi un petit peu les outrages de l'exode rural quelque part. Moi j'ai connu à la maison des ruches semblables à celle-ci, où certaines étaient d'ailleurs tout simplement un tronc évidé. Hein. Et j'avais devant ma maison des abeilles noires. Alors elles étaient appréciées parce que justement elles participaient à la pollinisation de l'ensemble de nos récoltes. Mes parents avaient une espèce d'entente verbale comme ça avec un apiculteur qui avait l'habitude de mettre des ruches à proximité de nos myrtilles. Et mon père racontait toujours que depuis le moment où on avait mis ces abeilles à proximité de ces myrtilles, eh bien la récolte n'en était qu'améliorée. Hein. Voilà. Et puis par la suite, eh j'ai découvert un peu plus profondément cela en travaillant dans la famille Canova. Hein, lorsque j'étais très jeune, j'avais travaillé un petit peu chez Jean-Jacques et Anne Canova. Vincent était encore un enfant en culotte courte, je me souviens très bien de cela. Et Jean-Jacques, qui est un personnage passionné et passionnant à ce sujet, m'a appris beaucoup de choses qui sont encore présentes dans mon esprit aujourd'hui. Et j'ai découvert que l'abeille était vraiment un animal incontournable. C'était une créature divine de laquelle on ne pouvait se passer. Hein. Sans abeille, pas de vie, je crois, tout simplement. Hein. Alors, quand on réfléchit un petit peu au châtaignier, eh bien, s'il n'y avait pas les abeilles, on n'aurait pas de châtaigne. Et s'il n'y avait pas de châtaignier, on n'aurait pas de miel, bien sûr. Et les abeilles de cette région sont spécialisées sur le châtaignier. Elles arrivent à faire pratiquement toute leur récolte en 15 jours, au moment où le châtaignier offre à la fois le nectar et le pollen qui sont nécessaires pour les abeilles. La reproduction avait lieu sur le châtaignier. Au moment de la floraison du châtaignier, qui est la mielée principale ici, les mielées vont se succéder, à commencer par exemple par le pollen de noisetier qui va permettre aux colonies de se réveiller au mois de février. Par la suite, le merisier, par exemple, servira à alimenter les colonies en nectar de printemps. Et puis l'aubépine, et puis le genêt, et puis l'apogée pour les colonies. Il y a une trentaine d'années, toutes les colonies, quand je dis toutes, c'est probablement 80 ou 90% des colonies essaimaient au moment du châtaignier. Parce qu'il y a une forme de preuve empirique pour dire que nous avions bel et bien un cheptel d'abeilles noires. Alors, la vie en Boutière, dans cette région autour de Saint-Pierreville, hein, sur un grand périmètre même, eh bien, il y a eu un lien très fort entre les hommes et le châtaignier très tôt. C'est-à-dire que le châtaignier est présent dans cette région depuis au moins 8 500 000 ans. Hein.
à la maison du châtaignier à Saint-Pierreville, où nous nous trouvons aujourd'hui, eh bien, il y a d'ailleurs un fossile de feuilles de châtaignier qui daterait de cette époque. Et c'est à partir de l'époque gallo-romaine où il y a eu, à mon sens, l'histoire du châtaignier qui a rejoint celle des hommes pour n'en former plus qu'une. Parce que les Romains nous ont apporté une technique essentielle qui est celle du greffage. Parce qu'en Ardèche, il n'y a pas moins de 65 variétés différentes de châtaignes, des châtaignes locales, endémiques. Et pour reproduire une variété de façon infinie, eh bien, la condition sine qua non, c'est le greffage. C'est comme pour la vigne, l'olivier ou autre. Et c'est les Romains qui nous ont apporté cela. Et par la suite, eh bien, il y a eu l'expansion du châtaignier. Alors, cette expansion, elle a été la bienvenue parce que le châtaignier a ainsi acquis cette vocation d'arbre à pain qu'on lui attribue depuis très longtemps. Et il a eu une vocation nourricière, donc. Nous sommes dans le village berceau de la variété qui s'appelle la Combale. Et la Combale est une variété ardéchoise parmi les 65 variétés différentes qu'on peut trouver dans ce département. C'est une variété qui est une des meilleures châtaignes à rôtir de ce département. C'est une variété de châtaigne qui est très douce et assez sucrée. Voilà. Et donc il y a eu une volonté de créer un espace qui fasse découvrir au public un petit peu les liens qui existent entre l'homme et le châtaignier. Donc on peut voir qu'après il y a eu un déclin. Donc, il y a eu un déclin qui a été provoqué par les maladies du 19e siècle, de la toute fin du 19e siècle. 3 maladies qui ont frappé les 3 principales ressources de notre département. Le phylloxéra pour la vigne, donc, qui a frappé surtout les limites du département est et sud, donc vers 1870 à peu près. Juste après, l'encre qui a frappé le châtaignier. Et enfin, la pébrine qui a frappé le ver à soie. Donc les 3 piliers économiques du département étaient frappés et ça a été le début de l'exode rural qui a malheureusement été massif et durable, puisqu'il a couvert l'ensemble du XXe siècle. Oui, nous sommes sur le marché de Saint-Sauveur de Montagut, qui est le bourg de Vallée, à une quinzaine de kilomètres de notre ferme apicole. Et ce marché existe depuis une quarantaine d'années. Nous avons accompagné Anne et moi, la formation de ce marché, la dimension de l'entreprise que nous avons conduit, même si son installation était progressive, ne pouvait pas se faire seule. Elle a été une entreprise conjugale qui a été faite à 2, en équipe, et Anne a joué un rôle déterminant dans la réussite de l'entreprise, dans la constitution de la ferme, a commencé par la création du marché et donc d'un point de vente qui a été notre premier point de vente, notre premier point de rencontre avec le public. Les premiers miels ont été vendus donc il y a une quarantaine d'années sur le marché ici avec Simon Robert qui est derrière moi, le maraîcher, avec qui nous avons créé ce marché à Saint-Sauveur à une époque où la production bio était confidentielle, voire cachée. La nouveauté des pratiques de la bio interpellait au fond une apiculture et une production alimentaire conventionnelle, alors dans le productivisme généralisé. Après 68, je crois, où vraiment l'Ardèche a connu un espèce de basculement dans son histoire. Je parlais d'exode rural tout à l'heure, et c'est précisément à partir des années 68 que la courbe s'est un peu inversée. Alors, même si ça n'a pas été de façon uniforme dans ce département, je crois que par chez nous, on a eu une arrivée de néo-ruraux. Alors, parmi ces néo-ruraux, il y a eu un peu de tout, c'est vrai, il y a eu beaucoup plus d'échecs, je pense, que de réussites. Toutefois, la famille Canova fait partie, je crois, des gens qui ont apporté beaucoup. Je citerai aussi la famille Bazin, par exemple, des gens comme ça, et tant d'autres, je n'ai pas les noms qui me jaillissent dans l'esprit comme ça, mais je crois qu'il y a Ardelaine, tiens, par exemple, voilà. Je crois qu'il y a eu, dans cette période-là, depuis le début des années 70 et jusqu'à peut-être aujourd'hui, on va dire, des gens qui ont apporté beaucoup dans ce pays, parce que
on était empêtrés dans des espèces de traditions, dans des espèces d'habitudes de père en fils. Voilà, il y avait une espèce de choses qui ne fonctionnaient plus du fait de l'évolution de la société. Hein. Après 1945, notre société a complètement évolué à tous les niveaux, le niveau de vie, les habitudes alimentaires, les habitudes de consommation, tout ce qu'on veut. Et je crois que la néo-ruralité a apporté quelque chose, un souffle nouveau. Sans elle, je crois que vraiment aujourd'hui, on ne serait pas dans cet élan de relance qu'on connaît, hein, de façon générale dans l'agriculture. Mais je crois que vraiment la néo-ruralité de ces années-là, c'était des gens qui sont venus là, pas par hasard. Vous savez, quand on arrive ici, c'est pas par hasard, c'est pas parce que le camion est tombé en panne là qu'on va vivre à Saint-Pierreville, à Gluiras, à Albon ou ailleurs. Qu'il faut se remémorer un petit peu le contexte quand même. C'était une époque où c'était les vrais Ardéchois, il y en a quelques-uns aujourd'hui, j'en fais peut-être partie d'ailleurs. Et je crois que quand on avait un petit peu cet aspect-là de gens qui viennent de la ville, on va dire, comme ça, où on a un peu le regard un peu narquois des locaux, en plus de la configuration physique de là où ils sont installés, je connais bien Roubiol, j'imagine un petit peu l'état de la maison dans laquelle ils habitent aujourd'hui, comment elle pouvait être en 1912, eh bien ils ont construit tout cela à la force des bras. Hein. Ils n'étaient pas nécessairement aidés par les gens du coin, je ne pense pas. Et c'est vraiment quelque chose de remarquable parce qu'ils font partie de ces gens qui croyaient vraiment en ce qu'ils ont fait par la suite, qui a fonctionné d'ailleurs, je crois. C'est un travail qui ne s'est pas fait seul, ils ont vraiment fait ça à la sueur de leur front, franchement, parce que c'est un travail... Ils ont construit leur maison et ensuite construit leur entreprise dessus, c'est extraordinaire, franchement. L'agriculture et l'économie ne sont pas compatibles parce que l'un fonctionne à long terme, tandis que l'autre fonctionne à court terme. Et je crois que certains néo-ruraux comme les Canova et tant d'autres nous ont apporté une vision à long terme, parce que je crois que c'est vraiment se tourner vers l'avenir que d'agir de la sorte. Voilà. Et l'avenir, c'est quand même nos enfants. Hein. Voilà. Les abeilles disparaissent par milliards chaque année, depuis la fin des années 90. Or, la survie de plus de 80% des espèces végétales répertoriées sur la planète dépendent des abeilles, qui fournissent plus de la moitié de nos ressources alimentaires mondiales. Maillon essentiel de la biodiversité au cœur de la chaîne alimentaire, l'abeille est un insecte pollinisateur majeur irremplaçable. Eh bien, quelles inquiétudes? C'était essentiellement la disparition des abeilles partout. C'est l'effondrement des colonies d'abeilles. C'est de ça qu'il était question. Si on n'avait même pas d'idée d'une explication, on n'avait pas une idée d'une responsabilité attribuée à l'un ou l'autre. Tout le monde savait que les pesticides jouaient un rôle très important. Alors, sur les abeilles en général, il y a un très long listing. En particulier, ceux qui semblent les plus évidents et dont on parle le plus, ce sont les pesticides. Ensuite, je dirais il y a des agents infectieux. Mais les agents infectieux, le problème qui se pose, c'est que ce sont directement des causes qui sont liées à l'homme. Le varroa, en fait, n'était pas existant sur l'aire de répartition de notre espèce Apis mellifera. Il était introduit du fait des transferts de population. C'est l'homme, et en particulier l'apiculture, qui a en fait transféré ces agents infectieux. Donc les causes, en fait, quand on les recherche, à chaque fois, en fait, elles sont liées à l'homme. Le changement climatique, on sait qu'indirectement, il est lié à l'homme aussi. Donc il y a les pesticides, c'est lié à l'homme. Les agents infectieux, ça peut être en partie lié à l'homme. L'abeille, elle a une histoire qui est très ancienne, c'est-à-dire qu'elle a des agents infectieux qui ne sont pas forcément des pathogènes, puisqu'en fait, elle est déjà passée par le filtre de la sélection naturelle. Donc en fait, on a un équilibre qui se fait, qui est, lorsqu'on regarde en fait Apis cerana, son espèce sœur, en fait, elle était en contact avec varroa, avec lequel en fait, elle avait coévolué, ce qui fait qu'il y avait un équilibre qui était trouvé, et donc elle a été capable de réguler ces populations de parasites. Varroa, lorsqu'il est apparu chez Apis mellifera, bien que ce soit l'espèce sœur, en fait, notre espèce n'avait jamais été mise en contact, ce qui a provoqué évidemment des dégâts très très importants sur les populations et des pertes de colonies importantes.
au début des années 90, ou à la fin des années 80 plus précisément, avec l'arrivée de la varroatose, de cette parasitose qui venait du sud-est, qui vient du sud-est asiatique. Et j'ai connu la première mortalité importante due à cette parasitose en 1992 avec 200 colonies. Donc sur les 500 colonies en place, 200 colonies sont mortes de l'impact du parasite sur les colonies d'abeilles. Il y a ne serait-ce qu'une vingtaine d'années, très peu de pathogènes étaient présents dans les colonies. Aujourd'hui, on peut retrouver jusqu'à une vingtaine de virus. Évidemment, retrouver l'acarien varroa destructor, que beaucoup connaissent sûrement, qui est un acarien aussi qui est à l'origine justement de l'effondrement des populations d'abeilles noires, puisque cet acarien est arrivé dans les années 80 et induisant de grosses mortalités dans les cheptels d'abeilles. Il a conduit des apiculteurs à renouveler rapidement, trop rapidement, les cheptels qui mouraient. Et les apiculteurs se sont donc tournés vers ces abeilles d'importation pour réalimenter rapidement leurs exploitations. Alors il y a d'autres agents infectieux, puisque avec varroa, on a évidemment des virus qui ont été transmis, puisque varroa est un vecteur de virus. Et puis des microsporidies aussi. On suppose, on n'en est pas encore sûr, que Nosema serenae, justement, qui viendrait de chez Apis cerana, en fait, aurait pour origine ce transfert aussi qui a été fait, c'est-à-dire le transfert des colonies qu'aurait ramené Nosema serenae avec des outils de recherche en fait en parasitologie. On l'a trouvé à l'époque où varroa était déjà introduit. Alors que je travaillais à la fin des années 80 avec un cheptel à 99% d'abeilles noires, en quelques années, cette proportion a été inversée. Je travaille depuis avec un cheptel qui est en grande majorité hybridé, parce que les colonies décimées par la parasitose ont été remplacées dans les cheptels par des abeilles étrangères, et que la reproduction propre aux abeilles fait qu'elles mélangent leurs gènes sans contrôle de l'apiculture. Ces pertes ont été multipliées par 10 environ en l'espace de quelques années également. On est donc passé de pourcentage de pertes hivernales qui étaient entre 2 à 3% à 20 à 30% en situation plutôt favorable, et beaucoup plus, voire énormément plus, lorsque les choses allaient plus mal. Il m'est arrivé, par exemple, de perdre 90% de mon cheptel pendant un hiver. Et l'activité des 2 dernières décennies ou des 25 dernières années a surtout consisté à reconstituer du cheptel après des pertes importantes. Et aujourd'hui, les abeilles que l'on croise au détour d'une promenade bucolique eh bien, ne ressemblent en rien aux abeilles qu'on connaissait autrefois. J'ai vraiment le sentiment que malheureusement, elles ont été victimes du progrès, enfin c'est le terme qu'on emploie en tout cas pour qualifier l'évolution humaine, c'est-à-dire l'emploi des pesticides d'une part et également la colonisation par des abeilles venues de l'étranger. Et on peut penser que les pratiques apicoles ont leur importance dans la détérioration de l'espèce mellifera. Un endroit est particulièrement remarquable dans ces pratiques, c'est celui de l'importation de gènes étrangers, d'autres éléments, d'autres sous-espèces de l'espèce mellifera, abeilles de la sous-espèce Carnica, abeilles de la lignée évolutive Caucasica en particulier. Et donc le mélange des abeilles a causé très rapidement, je le disais tout à l'heure, une hybridation généralisée, laquelle a, selon les termes des milieux scientifiques, homogénéisé la diversité génétique de l'espèce et produit
un certain nombre de combinaisons génétiques qu'on appelle disharmonieuses, qui sont inefficaces dans le milieu, et de façon générale, une perte d'adaptation que l'apiculteur constate dans son travail chaque année, avec, on le voit au niveau général, une compensation obligatoire par des artifices et en particulier par le nourrissement artificiel des colonies. Et dans les années 90, en fait, on a des points chauds qui sont des points chauds d'importation, avec une tradition de certains apiculteurs en fait, d'importer des souches pour augmenter la production. Mais sur la totalité du territoire français, en fait, on a encore des populations qui sont relativement pures. La bascule, elle va arriver dans les années 95 avec les fameux néonicotinoïdes. Donc c'est là où on a des pertes importantes et où tout va s'accélérer d'un seul coup, c'est-à-dire qu'on va avoir des importations en masse et on va avoir des effets secondaires des effets des pesticides. C'est-à-dire en fait la fuite des apiculteurs des zones de culture, la baisse du coût des rennes qui va faire que certains amateurs qui étaient les meilleurs conservateurs finalement vont tester en fait d'autres races d'abeilles et donc on va aussi avoir un mouvement de bascule dans ces régions où on était particulièrement développé. Le frelon asiatique nous inquiète. Il est présent ici sur la zone. Il remonte les vallées, il colonise. Chez nous, il n'est pas encore très invasif. Les floraisons, les cycles de floraison, le temps des floraisons sont bouleversés. Les abeilles ont du mal à s'adapter à ces bouleversements climatiques, même si la noire, semble-t-il, est celle qui aurait le plus de chances de s'adapter, du fait justement de son histoire évolutive. Cette double menace qui pèse sur l'abeille noire, c'est celle que l'apiculture elle-même lui inflige, et par l'importation d'abeilles étrangères. Alors ce terme étranger, d'ailleurs, je crois qu'il ne faut pas... Enfin, non, j'ai pas peur de l'utiliser parce que j'aime beaucoup les étrangers. J'ai voyagé, j'ai séjourné à l'étranger et j'accueille volontiers les étrangers. Mais je crois qu'on peut qualifier d'abeilles étrangères indésirables les abeilles qui nous sont imposées en apiculture aujourd'hui, parce qu'elles nous sont vraiment imposées. C'est une menace majeure, c'est une menace contre laquelle, seul, isolément, on ne peut pas grand-chose. Ce qu'on constate en fait dans l'évolution à partir des années 90, c'est qu'on a une augmentation d'hybridation. Et lorsque en fait, on a hybridé les populations, on va perdre les caractéristiques de rusticité. On va avoir des changements complets de pratique, c'est-à-dire en fait d'entretien des colonies, qui entraînent en fait la disparition progressive des caractères d'adaptation de la souche locale, et donc de la souche locale. Donc en fait, ce sont des pratiques qui ne sont absolument pas durables. Le suivi des populations permet aujourd'hui de sonner le tocsin et d'avertir le monde des producteurs, mais également la population, les humains, les habitants d'Europe de l'Ouest en général, que nous sommes sur le point de perdre un élément majeur de l'espèce mellifera, la sous-espèce Mellifera mellifera qui occupe l'Europe de l'Ouest, qu'on appelle l'abeille noire. Donc si on laisse faire les choses, c'est-à-dire que si on laisse faire la nature, ça va se manifester par des pertes de colonies qui sont liées en fait à l'importation de gènes qui ne sont pas adaptés à nos écosystèmes. Si les importations sont trop importantes, on risque de perdre nos adaptations locales. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une barrière à ne pas dépasser en termes d'importation. Si on importe trop de non adaptés, on va faire disparaître les adaptations locales. L'abeille, c'est une espèce d'intérêt agronomique. La deuxième solution, c'est je continue à importer, mais je maintiens artificiellement les populations pour ne pas avoir de pertes. C'est ce qu'on appelle la domestication complète. Si on en arrive à l'extrême, on va faire de notre abeille un ver à soie. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucune population naturelle. Et là, dans le futur, il y a un risque de perte d'espèces. C'est que si la profession se désintéresse de l'espèce, comme c'est elle qui maintient artificiellement dans son milieu l'espèce risque de disparaître. Donc il y a un réel risque de perte de la diversité. Donc la solution est dans la nature. La solution est de respecter, de travailler dans le sens de la nature, pas contre la nature.
C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas maintenir de manière artificielle et terminer la domestication de l'abeille. Quand j'étais enfant et adolescent surtout, j'ai accompagné mon père dans les transhumances. Il faut rappeler que les Boutières, c'est un réseau hydrographique autour de l'Eyrieux, le bassin versant de l'Eyrieux, et qu'en très peu de temps, on passe de 200 à 1200 mètres d'altitude. Et donc sur ces pentes, on a une grande diversité floristique. Pour monter les colonies du fond de la vallée, du rucher le plus précoce au rucher le plus tardif. On portait les colonies à la main, on portait les essaims sur les genoux, dans les ruchettes. Cette transhumance pourrait s'apparenter à la montée en estive, pratiquée par les paysans. C'était des transhumances locales, très locales, sur un rayon très court. Aujourd'hui, la conservation nous impose, d'une certaine manière, des mouvements de colonies. On pourrait considérer ça comme des transhumances, on peut considérer ça comme des transhumances qui n'ont rien à voir finalement avec les transhumances de production, ou les transhumances à objectif de production de miel. Ce sont des transhumances d'élevage. Dans tous les cas, le déplacement de quelques colonies dans la saison est nécessaire puisque on travaille et ça a été consigné dans le cahier des charges de la conservation. On travaille évidemment en favorisant et en se réjouissant même de l'essaimage. Tout le travail d'élevage consiste à laisser dans un premier temps essaimer naturellement les colonies d'abeilles qui sont ensuite multipliées par un coefficient de 2, 3 ou 4, guère plus. Et ces cellules royales dans lesquelles les jeunes reines sont en gestation sont réparties dans des petites ruchettes. Quand ces reines naissent, qu'elles sont fécondées, qu'elles rentrent en ponte, qu'elles donnent naissance à une nouvelle colonie viable, alors elles peuvent être déplacées sur un nouvel emplacement qui sera leur emplacement définitif. Si on revient sur ces menaces qui pèsent sur l'abeille noire, on est forcé d'évoquer les transhumances puisque les mouvements d'abeilles que l'apiculture professionnelle impose aux populations d'abeilles viennent accélérer ce métissage. Je pense ici aux transhumances qui ont lieu au moment de la floraison du châtaignier. C'est vrai que beaucoup d'apiculteurs qui représentent de nombreux départements rejoignent les Boutières au moment de la floraison du châtaignier afin de produire le miel de châtaignier. Le problème qui se pose à l'heure actuelle, en fait, c'est une question de liberté. Donc la question se pose est où doit s'arrêter la liberté des uns et où doit s'arrêter la liberté des autres. C'est la liberté de circuler pour les transhumants, de pouvoir s'installer dans des zones où on effectue un travail et ou dans des zones en fait où lorsqu'on introduit des colonies, on a un risque d'hybridation, même si c'est uniquement pour la récolte. C'est-à-dire qu'il y a des mâles qui vont sortir de ces colonies, qui rentrent dans les zones, qui vont féconder les reines sur lesquelles en fait on effectue un travail, et donc c'est la destruction d'un travail d'autrui. Les colonies d'abeilles s'installent et construisent leurs rayons de cire à partir de la matière qu'elles prélèvent dans leur environnement, et ces rayons de cire sont une forme de bibliothèque représentative, conservatrice des caractéristiques de l'environnement, c'est-à-dire de la nature des mielés, mais aussi de leur enchaînement, de leur importance, de leur puissance. Ces transhumances font aussi peser de lourds risques sanitaires. Avec le déplacement des abeilles, on déplace aussi les pathogènes. C'est peut-être la moitié des colonies françaises qui sont déplacées. Et cela impacte non seulement l'espèce elle-même, mais impacte aussi les milieux naturels. Et je crois, oui, que l'abeille est un animal sédentaire.
Dans le but de préserver la diversité génétique de certaines populations d'abeilles noires, bien adaptées localement à des conditions climatiques et à des espèces végétales particulières, et plus généralement de préserver cette sous-espèce, des associations régionales d'apiculteurs ont entrepris la création de conservatoires de l'abeille noire. Au plan national, c'est à cette même période que s'est développée la FEDCAN, la Fédération des conservatoires d'abeilles noires. Et on a eu tout de suite un bel accueil et on s'est senti co-créateur de cette FEDCAN avec beaucoup d'enthousiasme aussi, là. Donc on n'était pas seuls des petits illuminés dans un petit coin d'Ardèche, mais on était avec une dizaine d'autres groupes de personnes qui travaillaient à défendre l'abeille noire un peu partout en France. Si une personne, un élu dans une de nos réunions a pu dire que notre projet était plutôt subversif, c'est qu'il avait tout de suite perçu la difficulté à laquelle on se confrontait, puisque les principaux défenseurs de l'abeille, les apiculteurs eux-mêmes, étaient un peu mis en cause. Et il y en a beaucoup qui disaient d'ailleurs, votre abeille noire, qu'est-ce que c'est que cette abeille noire? Est-ce qu'elle vaut mieux que les autres? Qu'est-ce qui nous prouve qu'elle est meilleure? Est-ce que les problèmes de l'abeille, c'est un problème de race ou autre chose? Et pour eux, ils étaient convaincus que tout rentrerait dans l'ordre quand on arrêterait d'avoir des nicotinoïdes un peu partout. La première réunion de conservation qu'il y a eu, c'était en 2003, justement à l'issue des travaux qui avaient été faits sur les potiques landais, où en fait on décide d'organiser et de se regrouper ensemble. Il va falloir quand même attendre entre 2003 et 2010 avant qu'il y ait une deuxième réunion des conservatoires. Deuxième réunion où les gens sont assez optimistes, mais il ne se passe rien du tout jusqu'à 2014. La création de la fédération a eu lieu à Pont-de-Montvert grâce à l'Arbre aux abeilles et Yves et Chantal notamment, Yves et Ly. Et ces rencontres nous ont soudés autour de ce projet de conservation à l'échelle nationale. La création de la fédération a donné lieu à la rédaction de documents de vulgarisation autour de l'abeille noire et de l'apiculture. Toute cette phase bouillonnante de rencontres, de création, de production a été coordonnée par l'ONG Pollinis qui a fait un remarquable travail et qui, encore aujourd'hui, œuvre brillamment pour nous aider à nous faire connaître du grand public, nous aider aussi à avancer sur le terrain juridique. Et c'est vrai qu'on peut remarquer le succès des démarches qui ont été accomplies ces derniers mois, notamment en mentionnant le vote en faveur de la protection juridique des abeilles locales au niveau européen. Cet amendement a été réintroduit et sera discuté au Parlement. Donc à cette réunion, en fait, se retrouvent finalement des représentants des 5 ou 6 conservatoires qui s'étaient réunis déjà en 2003 et 2010. Et la dynamique reprend. Et elle reprend, mais elle est structurée grâce aussi à la rencontre en fait avec une association citoyenne qui est l'association Pollinis, qui va nous aider en fait à faire ce qu'on ne savait pas faire, c'est-à-dire communiquer, c'est-à-dire que les apiculteurs sont des hommes de terrain, donc ils conservent, mais ils ne savent pas expliquer, et généralement ils ne savent pas communiquer. Pourquoi conserver et comment le faire? Parce que la conservation, c'est pas simplement laisser faire la nature, c'est aussi en fait l'accompagner. Et l'accompagnement demande beaucoup d'énergie, surtout lorsqu'on doit lutter contre des gens qui travaillent contre la nature. Donc en fait, cette association va nous aider à nous structurer, ce qui va amener en fait finalement en 2015 à la création de la Fédération européenne des conservatoires d'abeilles, qui réunit donc 9 structures conservatoires en France. Cette période-là coïncidait aussi, notre temps ardéchois coïncidait aussi avec un temps national, européen, peut-être planétaire, celui de la prise de conscience, d'une meilleure visibilité, des initiatives qui avaient pu avoir lieu sur d'autres territoires. C'est à cette époque d'ailleurs qu'on a rencontré Lionel Garnery,
et puis les gestionnaires, les présidents des associations, des autres conservatoires. Je travaille sur l'abeille, on m'a longtemps reproché de ne pas être apiculteur, donc je le suis depuis à peu près une dizaine d'années. Le travail de recherche que je fais sur l'abeille, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur l'abeille. Et donc je suis apiculteur et évidemment en fait on a mis en place une structure qui est un conservatoire mais qui est aussi une station expérimentale en conservation de la diversité génétique. Et donc dans ce cadre-là j'entretiens à peu près 120 colonies donc du CNRS qui participent à la mise en place du conservatoire génétique de l'abeille noire d'Île-de-France. C'est un grand soulagement d'ailleurs aujourd'hui de travailler en réseau, d'être en lien avec des personnes qui portent les mêmes valeurs, qui développent les mêmes pratiques et qui soutiennent les mêmes projets de conservation de l'abeille noire. La démarche de Vincent Canova eh bien, me paraît juste, tout simplement. Hein. Le problème est réel, hein. Je crois que les chiffres et tout ce que je peux lire un petit peu sur l'exposition ici ne sont pas des mensonges. Je crois qu'il est bien évident, et en ayant un minimum de bon sens, de comprendre que l'abeille locale est bel et bien en voie de disparition. Et quand quelque chose est en voie de disparition et que ça fait partie de notre patrimoine, hein, que ce soit le patrimoine naturel ou autre, eh bien c'est comme un édifice prestigieux ou je ne sais quoi, il faut faire quelque chose pour le sauver. Et je crois que c'est un petit peu ça, c'est comme si on sauvait un monument historique peut-être. Je crois que c'est un peu ça qu'il faut voir. Et le plus difficile à mon avis, c'est d'arriver à convaincre les gens de cette éthique-là, parce que je crois que c'est aussi le résultat d'une éthique, qui va dans le sens du long terme, du respect de l'environnement. Et je crois que cette démarche me paraît tout à fait louable et justifiée, et courageuse surtout. Ce terme conservatoire, on vient le mettre aujourd'hui, j'ai le sentiment, sur des pratiques anciennes. Et les pratiques de mes parents, mais on peut remonter à bien avant cela, sur des pratiques paysannes tout simplement. Pour moi, une des définitions de la paysannerie, c'est une forme de développement qui permet d'entretenir, voire d'enrichir la biodiversité. J'ai l'impression que c'est ce que les paysans ont su faire, en tout cas pendant un temps, brillamment, respectueusement, de manière durable et de manière viable. Surtout. Je pense que ça peut susciter certainement des remous aussi au sein de cette... parce que l'apiculture est indiscutablement en crise actuellement, oui, et depuis de nombreuses années. Et c'est souvent on tire les sonnettes d'alarme bien trop tard, on le voit dans tant d'autres domaines, hein, en agriculture, en écologie, tout ce qui est environnemental. Si on ouvre un petit peu les yeux, on voit que souvent on tire la sonnette d'alarme bien trop tard, voilà. Alors un conservatoire, c'est d'abord, pourquoi il doit y en avoir plusieurs? C'est-à-dire que, je vous ai parlé d'écotypes tout à l'heure, on n'est pas sûr qu'il existe des écotypes partout, mais ce qu'on est certain, c'est qu'on a des écosystèmes en France qui sont extrêmement différents. Cette mosaïque de milieux représente des substrats très différents, des flores très différentes, des climats très différents. Et donc on peut estimer qu'on a à peu près au moins une dizaine de grands écosystèmes différents, je dirais terrestres, puisqu'on parle de l'abeille, hein. Une dizaine d'écosystèmes terrestres dans lesquels en fait on va avoir des abeilles qui sont probablement chacune adaptées de manière fine à ces écosystèmes. Et donc la conservation, elle ne doit pas se faire dans un état d'esprit solitaire, et c'est pour ça que la fédération est née. C'est qu'en fait elle doit donner des objectifs communs qui sont ceux de la conservation, donc conserver la diversité actuelle, mais ne pas la figer. C'est-à-dire qu'on sait que les écosystèmes évoluent. Je vous ai dit tout à l'heure qu'entre les deux glaciations, l'abeille noire qui était présente probablement à cette époque n'était pas la même que celle qu'on a actuellement. Et donc en fait il faut finalement que les conservatoires laissent une dynamique naturelle d'évolution, une dynamique naturelle d'adaptation de la population. C'est-à-dire en fait essayer de laisser faire la nature, et puis lorsque ça devient compliqué, essayer d'aider, mais dans le sens de la nature toujours. Donc le but de la conservation, c'est ça, c'est conserver la diversité, mais lui laisser la possibilité de continuer à évoluer dans un écosystème qui est changeant. Alors ensuite, c'est les méthodes, c'est-à-dire qu'il y a des méthodes communes, il y a des règles à respecter, et donc ces règles, il a fallu les établir, et donc la fédération, l'ensemble des conservatoires s'est réunie de manière à pouvoir, de manière concertée, définir un certain nombre de règles qui ne sont pas forcément toutes strictes, puisqu'on est dans des écosystèmes différents,
et donc comme on doit laisser évoluer les populations, il faut aussi qu'on ait une certaine souplesse au sein de chacun des conservatoires. Et donc en fait, tout ça, ça a été structuré grâce à l'association Pollinisme, à la vision, je dirais, naturaliste d'une espèce, la vision citoyenne. Trop peu d'apiculteurs, professionnels ou amateurs ou de loisirs, élèvent encore aujourd'hui de l'abeille noire. Trop peu de colonies sont présentes encore aujourd'hui sur le territoire pour entretenir l'espèce, d'où le cri d'alarme des conservatoires sur la nécessité de conserver cette abeille, de mettre en œuvre aujourd'hui les conditions de sa perpétuation. Et donc l'idée de conservation, elle est née dans les années 60. Et en parallèle, ce qui est assez amusant, c'est que le frère Adam, en fait, lorsqu'il a perdu ses colonies liées à la cariose, la première chose qu'il a fait pour reconstituer sa souche, la souche buckfast, en fait, c'est d'aller sur le continent pour rechercher de la rusticité. Ce qui montre bien que le frère Adam, en fait, était au départ un naturaliste. C'est-à-dire qu'il était recherché le caractère d'adaptation primitif de l'abeille sur le continent en France pour le réintroduire dans sa population puisqu'il l'avait perdu. Et lui aussi parlait, en fait, lorsqu'il a commencé à faire son tour du monde des races d'abeilles, où il décrivait les races et en particulier les performances, en fait, il a commencé aussi lui-même à parler de conservation. Et pour lui, en fait, il fallait conserver les races primitives, c'est-à-dire les races naturelles d'abeilles. Le fait que les députés aient voté en faveur d'une réflexion, parce que c'est une simple réflexion, c'est-à-dire que le combat n'est pas gagné. Mais il y a au moins en fait une ouverture de la réflexion sur le fait de bloquer peut-être des zones, mais il faut que ça soit fait évidemment en concertation avec les apiculteurs. C'est-à-dire que le but, c'est pas que les conservatoires empêchent aux professionnels de pouvoir travailler de manière correcte, mais qu'on laisse au moins la possibilité d'une alternative. Or, à l'heure actuelle, en fait, les conservatoires n'ont pas cette possibilité d'alternative, de mettre en place en fait une alternative à l'apiculture actuelle. Et c'est simplement ça qu'on demande à l'échelle des conservatoires. C'est de pouvoir exister, de pouvoir travailler en toute sérénité, et je pense que ça permettra d'améliorer le travail de conservation. À l'heure actuelle, en fait, on se défend de l'hybridation. Le but des conservatoires, c'est de répertorier aussi quelles sont les capacités des abeilles dans un espace naturel, de répertorier leurs performances pour pouvoir ensuite utiliser ces performances pour l'apiculture de profession. Si on ne nous permet pas en fait de répertorier quelles sont les capacités de cette abeille noire, quelles sont ses performances, on ne pourra jamais la conserver et on ne pourra jamais l'utiliser. Et ce sera nier en fait son existence. Et cet amendement, on peut considérer que c'est une victoire. En tout cas, il reste toutefois à vérifier la manière dont les États vont s'en saisir si cet amendement est adopté de manière définitive. Il restera à charge des États membres de décliner, de concrétiser juridiquement sur leur territoire la protection de nos abeilles locales et de notre abeille noire. Il est aujourd'hui urgent de sauver l'abeille noire et donc de créer les conditions qui permettront aux conservateurs de travailler sereinement et efficacement dans la durée, c'est-à-dire au fond que les décideurs accordent une protection réglementaire à la conservation et au conservatoire pour que nous puissions conserver l'abeille noire, l'abeille endémique, l'abeille locale. Diffuser de l'abeille, alors l'important c'est effectivement de conserver. Après, le conservatoire, c'est pas un musée. S'il s'agit simplement d'observer de l'abeille noire, autant faire des boîtes de collection d'abeilles noires et de les laisser tranquilles dans un coin, et simplement de les faire observer. Non, le but c'est que notre abeille, en fait, elle continue à évoluer dans un milieu qui est changeant, mais il ne change pas non plus. C'est un des arguments justement des opposants au conservatoire, c'est que le milieu a tellement changé que ça n'existe plus, les adaptations n'existent plus. Jusqu'à présent, on n'a pas encore des oliviers qui poussent dans le conservatoire de l'abeille noire d'Île-de-France. On a toujours avec des châtaigniers et des bouleaux. Effectivement, on a un dérèglement climatique. Mais en fait, on a la base de ces adaptations. Ça ne changera pas du jour au lendemain. Ça n'a pas changé du jour au lendemain depuis les glaciations.
et pourtant les populations ont évolué de manière naturelle. Le but, c'est de les accompagner dans une évolution naturelle, de manière à conserver en fait encore une composante naturelle à cette espèce. C'est pour ça aujourd'hui qu'on essaye de rassembler des humains autour de ces conservatoires, de manière à augmenter le nombre d'éleveurs amateurs ou d'éleveurs professionnels, qui viennent alimenter l'activité des conservatoires, qui viennent participer à la conservation de cette abeille noire. Le Conservatoire des Boutières en Ardèche a ouvert une école d'apiculture d'un genre nouveau, dans le but de transmettre des pratiques respectueuses des abeilles locales et de la biodiversité. Cours, stages, ateliers, conférences sont régulièrement proposés à ses élèves. Un seul mot d'ordre, une apiculture naturelle qui accompagne l'abeille sauvage du pays. On a constitué avec Jean-Jacques et l'association L'Abeille Noire une école d'apiculture. Nous n'appelons pas cela un rucher-école parce que un rucher-école, c'est un terme qui est employé par le syndicat des apiculteurs. Dans le cadre des activités associatives, il nous a semblé important de proposer ce que certains sociologues appellent l'expérience de nature, à savoir la mise en relation de l'humain avec le milieu naturel et particulièrement le milieu sauvage et particulièrement cette abeille sauvage. Et donc dans cet objectif-là, nous avons ouvert au sein de l'association une école d'apiculture itinérante qui, en bonne partie, permet d'accueillir des élèves de tous âges ici sur la ferme et également de se déplacer chez les élèves eux-mêmes qui ont des ruches et qui proposent l'accueil d'une des sessions de l'école. C'est Philippe Lecomte qui assure la coordination de cette activité et c'est mon père Jean-Jacques qui en assure l'animation. Quelle est la vie de cette école d'apiculture? Quels sont ses projets? Qu'est-ce qu'elle a réalisé? L'école d'apiculture a intéressé une quarantaine de personnes. Depuis sa première session qui a eu lieu ici à Roubiol, au Réveil des abeilles en 2016. Très vite, des personnes sont venues. C'était des particuliers qui avaient des abeilles, qui voulaient un petit peu s'exercer un peu plus et puis qui voulaient apprendre aussi les gestes qui respectent mieux les abeilles. C'était ça l'idée de l'école, c'était une école qui va faire constamment un étalage des différentes pratiques, depuis celles qui respectent le plus les abeilles à celles qui les exploitent le plus. L'expression qui était employée, c'était d'avoir des pratiques apicentrées ou anthropocentrées. Et on avait donc une vision sur ce qu'on peut faire d'une manière qui était ouverte, c'est-à-dire qu'on explicitait bien ce que faisaient les autres, même si on le considérait comme très anthropocentré, on n'était pas à dire ceci c'est le mal, c'était d'abord de la connaissance. Ce sont effectivement des termes qui aujourd'hui sont employés pour parler de l'apiculture, apiculture apicentrée ou anthropocentrée. L'apiculture anthropocentrée vise le confort et le bénéfice des humains. Dans ce type d'apiculture, le rythme propre des colonies, le projet biologique des colonies d'abeilles devient un obstacle, un encombrement pour l'apiculteur et qui cherche à contourner cette réalité biologique, à la dépasser. Pour ce faire, on utilise des techniques, on substitue des techniques aux processus biologiques. Or, les techniques en question ne savent pas reproduire la complexité relationnelle du vivant, elles créent donc des déséquilibres, lesquels doivent être ensuite compensés par l'application d'autres techniques, d'où une fuite en avant, une fuite permanente en avant
technique comme on la perçoit également dans d'autres productions alimentaires. Ici, nous pratiquons et nous défendons une apiculture qu'on appelle apicentrée, une apiculture qui respecte la nature de l'abeille et qui veut garantir dans la durée l'intégrité de l'espèce. Parce que les abeilles à miel ne sont pas la propriété de l'apiculture ou des apiculteurs, elles sont au contraire les partenaires potentiels de tous les humains. La grande idée qui a bien marché, c'était que, au lieu de faire toujours au même endroit, dans un rucher qui aurait pu être presque consacré à ces abeilles, qu'est-ce qu'on avait? On avait l'idée de se déplacer chez chacun des étudiants de l'école. Et donc on faisait école une fois tous les 15 jours à peu près, et à la fin de chaque séance, on posait la question où est-ce qu'on fait la prochaine séance. Et comme ça, on a pu voir les ruches en situation, on a pu voir quand on était soi-même apiculteur, on était devant les autres et on manipulait ses propres ruches, on disait ce qu'on avait fait et puis on découvrait les fautes qu'on faisait parce qu'il y a vraiment beaucoup de fautes qui sont apparues, les fautes qu'on faisait et puis les pistes d'amélioration et tout ça. Et ça a été très très apprécié parce que c'était très concret et dans la vraie vie avec des ruches qui étaient celles qu'on avait tous les jours. L'école d'apiculture est en activité pour la 3e année consécutive. Et généralement, les premières rencontres ont lieu en miellerie avec une forme de cours magistral, en tout cas d'une approche théorique. Et par la suite, au cours de la saison, les ruches sont ouvertes avec les stagiaires. On fait des visites de ruches, on accompagne le développement des colonies. Et le groupe se déplace de rucher en rucher. La 2e année, Jean-Jacques avait dit je suis très embêté parce que pour faire école, on est obligé d'ouvrir les ruches et on les ouvre plus que nécessaire. Plus qu'on devrait le faire d'ailleurs. C'est presque pas une bonne pratique que d'ouvrir autant les ruches. Mais pour former les gens, il fallait les ouvrir. Donc on a demandé aux abeilles, excusez-nous, mais pour former vos accompagnateurs, eh bien on vous embête un peu. Voilà ce qu'il a fallu expliquer aux abeilles. Et à la fin, bien qu'on ait passé beaucoup de temps à dire on va travailler à l'étude des ruches en observant au trou de vol, et on peut apprendre beaucoup de choses en observant au trou de vol, en fait, on n'arrivait quand même pas à ne pas dire allez hop, on ouvre, et on ouvrait. Ça nous a vraiment semblé important d'ouvrir cette école pour mettre en lien, pour faire se rencontrer l'homme et l'abeille. Le problème, c'est que dans les formations apicoles, généralement, en fait, on ne parle pas de l'histoire naturelle de l'espèce. Et je pense qu'elle serait bien plus respectée si dans les formations, eh bien, on leur parlait de ce que c'est que le développement d'une colonie naturelle, alors qu'en fait les formations sont purement techniques, c'est-à-dire comment utiliser l'abeille pour produire. Généralement les formations en apiculture c'est ça, c'est les formations générales en agriculture. On commence à revenir en agriculture en disant en fait on avait des variétés ancestrales qu'on est en train de rechercher, en particulier dans les laboratoires de l'INRA, il y a certains laboratoires de semences paysannes où on fait des recherches justement sur certaines variétés qui étaient particulièrement résistantes par exemple à la déshydratation, chose qui peut être très importante dans le cadre d'un réchauffement climatique. En fait, c'est quelque chose qu'il faudrait aussi apprendre aux apiculteurs dans les formations, c'est-à-dire en fait les former, leur dire si vous avez une race qui s'appelle Apis mellifera en France, c'est parce qu'on était en climat tempéré froid, et que lorsqu'on importe une abeille de climat tempéré, de climat méditerranéen, en fait, elle n'a pas du tout le même cycle biologique, et donc elle n'a en fait généralement pas les mêmes chances de survie que la souche locale. Et donc souvent, lorsqu'on fait de la sélection pour augmenter la production, on oublie en fait les caractères d'adaptation des espèces, et ces caractères en fait c'est ce qu'on appelle la rusticité tout simplement.
Avec cette école d'apiculture, nous avons véritablement découvert quelque chose qui se voit dans l'école elle-même, c'est que on voit bien qu'il y a des abeilles qui ne savent pas faire. Quand ce sont des très grandes hybrides, elles ne savent pas faire avec la région. Elles ne savent pas se préparer à la grande mielée des châtaigniers. Elles ne savent pas supporter les longs hivers. Elles sont hyper prolifiques à un moment donné, mais sans tenir compte des ressources de l'environnement, ce qui fait qu'elles s'épuisent à avoir trop produit à un moment où il n'y a rien qui va être consommable par les abeilles. Et de ça, on l'a vu d'une façon nette. Ce n'est pas des preuves scientifiques du style j'essaye avec, sans, en double aveugle et tout ça, mais c'était des choses qui sont du simple bon sens. Ça se voit en regardant fonctionner une colonie d'abeilles. Est-ce que c'était l'abeille elle-même ou est-ce que c'était des préoccupations globalement sur l'environnement? Est-ce que c'était l'écologie qui était la motivation initiale? Probablement. Tout le monde n'était pas focalisé sur l'abeille. Et donc c'est là où en fait la notion de conservation va vraiment s'accélérer. Et dans certaines régions, on va avoir des groupes d'apiculteurs qui vont réfléchir ensemble à comment conserver en fait la souche locale qu'ils avaient avant ces événements. Ils estiment que cette souche, c'est une souche qui fait partie de l'apiculture durable. C'est-à-dire qu'en fait l'apiculture durable, c'est travailler avec en fait des disponibilités locales en termes de diversité et conserver. Et durable, ça veut dire aussi les conserver pour les générations futures. Cette apiculture que j'ai vue pratiquée par mes parents, c'est simplement une apiculture qui a fait, ou qui a laissé, qui a accordé, qui a valorisé peut-être même le caractère sauvage de cette abeille, en tout cas qui l'a éminemment respecté. Et je crois que c'est important d'insister là-dessus parce que ça fait toute la différence entre l'apiculture d'hier et l'apiculture d'aujourd'hui. C'est-à-dire faire comprendre aux gens du territoire, du pays, des boutières, que cette apiculture elle est importante, qu'il faut la préserver, qu'il faut préserver les conditions de son exercice, les savoir-faire qui s'accompagnent et la qualité du territoire. À l'heure actuelle, les populations sont fortement menacées. Les populations que j'ai étudiées ces 2 dernières années montrent en fait des niveaux d'hybridation qui sont de l'ordre de 30%, 30 à 50% pour certaines populations. Donc on a développé un outil qui s'appelle Apiclass, donc un système expert de morphométrie, et qui permet donc aux apiculteurs, en montant simplement une aile entre lame et lamelle, en scannant cette aile, d'envoyer l'image au muséum où il y a un système expert qui va faire un pointage automatique des nervures, des intersections de nervures alaires et qui va ensuite confronter les résultats de ce pointage à une base de données et envoyer un résultat qui donnera le pourcentage d'appartenance de cette aile, donc de cette abeille, à une race. Alors il y a 2 questions. La première, c'est comment intégrer la notion de conservation. C'est-à-dire déjà comment la faire passer au sein d'une profession. Je crois que le problème est un problème de consensus. C'est-à-dire qu'il faut d'abord dialoguer. C'est justement un des premiers points qui a été abordé dans le cahier des charges des conservatoires, dans la charte des conservatoires. C'est d'abord en fait un premier point de discussion. Il y a un point qui n'a pas été abordé et c'est celui, je pense, sur lequel il va falloir s'appuyer pour aller voir les politiques, c'est qu'il faut favoriser le local, c'est-à-dire en fait une décision locale, puisque en fait
Le durable, c'est avant tout la préservation des ressources locales et la conservation des ressources locales. Donc favoriser le local à l'extérieur. C'est-à-dire que si on a un groupe d'apiculteurs qui s'entend pour mettre en place un conservatoire, c'est normalement eux qui doivent être prioritaires pour la mise en place de ces conservatoires. Et pas les intérêts d'un individu, aux dépens d'un groupe d'individus. Et surtout au niveau local. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine intelligence à ce niveau-là, mais surtout à chaque fois que ça soit fait en concertation. N'importe comment les conservatoires, ce n'est pas simplement pour conserver pour l'ensemble des citoyens, ce sont aussi des puits de réservoirs de diversité pour l'apiculture. Et c'est ça aussi qu'il faut faire passer. C'est ça qui est important. C'est ça que probablement un certain nombre d'apiculteurs n'ont pas compris. On travaille en France depuis des années sur l'effet d'hétérosis, c'est-à-dire sur l'hybridation entre les souches. Cet effet d'hétérosis n'est accessible que si les souches sont différenciées, c'est-à-dire si on a des souches pures. D'où en fait l'importance des conservatoires. Donc c'est très important en fait de faire passer aussi cette idée-là, c'est-à-dire qu'on ne s'oppose pas non plus à l'apiculture. La conservation n'est pas là pour s'opposer à l'apiculture. Elle est là pour l'aider et surtout pour la rendre beaucoup plus durable. Donc auprès des pouvoirs politiques, c'est l'idée que je dois faire passer. C'est aussi mon observation. J'ai une approche qui est naturaliste de l'abeille, qui n'est pas agronomique. Et souvent, il y a confusion entre biodiversité et agrodiversité. La vraie diversité, en fait, c'est l'approche naturaliste. C'est que nous a donné la nature, que peut-on en faire et comment peut-on la prolonger. Donc c'est cette question-là qu'il faut aborder. J'ai rencontré Nature et Progrès à la fin de l'année 1967 à l'université de Dijon. J'étudiais là-bas à ce moment et j'ai rencontré Nature et Progrès par l'un des premiers écrits de l'association qui était né 3 ans auparavant, en 1964, à l'initiative de quelques-uns des pionniers de l'apiculture bio en France. Et j'ai tout de suite adhéré aux idées défendues à l'argumentaire de l'association qui entendait fédérer les divers mouvements de production bio et de réflexion écologique qui ont été développés par des prophètes de la bio dans la première moitié du XXe. On a tout de suite jeté les bases d'une définition moderne de la bio qui allait devenir les cahiers des charges de l'association Nature et Progrès. Et en cela, Nature et Progrès, la fédération, a été pionnière dans cette définition moderne de la bio. Ces cahiers des charges qui ont été écrits à la fin des années 70 ont été révisés plusieurs fois depuis et la fédération a joué pleinement son rôle de pionnière une nouvelle fois en 2010 en préconisant à ses producteurs le travail avec l'abeille locale, avec la sous-espèce Mellifera mellifera, celle qu'on appelle l'abeille noire. Le cahier des charges Nature et Progrès est plus rigoureux, plus exigeant dans les pratiques à bien des égards que le cahier des charges européen, mais il en diffère surtout par la nature de ce qu'il prévoit. Le cahier des charges européen aujourd'hui est un cahier des charges qui se limite à l'agronomie ou aux techniques d'élevage pour ce qui est des élevages. Le cahier des charges Nature et Progrès est accompagné d'une charte qui étend la production bio au domaine social, qui conserve ce qui a été l'esprit de la bio à l'origine, c'est-à-dire une dimension agronomique accompagnée d'un projet de société. Et donc la bio européenne a abandonné le projet social, Nature et Progrès l'a conservé et le fait vivre.
C'est une bonne remarque parce que c'est une remarque d'un de mes professeurs en fait, à l'université qui était justement spécialisé dans la biodiversité, qui lors d'une réunion du congrès des ressources génétiques, c'était dans les années 90, disait en fait à l'ensemble de l'auditoire, mais si vous voulez de la diversité, mélangez tout, vous en aurez. Mais est-ce que la biodiversité est le but en soi? Je pense qu'il faut plus viser à l'équilibre des écosystèmes et à la diversité des écosystèmes. Là, on aura affaire à de la biodiversité. Lorsqu'on mélange tout, n'importe comment la nature va passer derrière. Et généralement, ce qu'elle va laisser, ce sera inférieur à ce qui existait avant. C'est pour toutes ces raisons, en fait, qu'il faut conserver et sauver l'abeille noire. Il faut sauver l'abeille noire. Il faut sauver l'abeille noire. Pour elle, pour les abeilles bien sûr, pour l'apiculture également, pour tous les humains. On va sauver l'abeille noire. L'abeille nègre vai disparaître, la sau chauva, et ça va faire rede parce que des chiens d'argent, il n'y aura pas une.